Chers amis, bonjour. J'ai le grand plaisir, dans le cadre de notre série d'émissions Faire École, de recevoir aujourd'hui Anne Coffinier, présidente de Créer son école. Chère madame, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de dialoguer avec moi. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Et je vais d'abord vous passer la parole pour que vous puissiez présenter Créer son école et nous expliquer le sens de votre engagement. Je vous remercie. Donc, Créer son école, c'est une association qui a été fondée il y a 20 ans maintenant et dont le but est très simple, c'est d'accompagner les personnes qui ont besoin de créer une école jusqu'à la réussite. Alors, ça peut être des professeurs, ça peut être des parents, ça peut être des orthophonistes, ça peut être des universitaires, ça peut être des chefs d'entreprise. Enfin, les profils sont extraordinairement variés. Et évidemment, c'est pas simple de créer une école, il y a tout un chemin précis. Et donc, notre association est là pour les aider très concrètement, les conseiller, les former, les équiper, les défendre, voilà. Et on fait ça depuis 20 ans avec une petite dizaine de personnes et puis un réseau d'une vingtaine de juristes extérieurs qui collaborent ponctuellement en fonction des besoins. Très bien. Donc c'est un réseau d'écoles libres ou indépendantes? Non, c'est un réseau si on veut, mais on n'a pas de labellisation. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille pour les créateurs d'écoles, donc on fait un accompagnement simple pour toutes les créations d'écoles. Et lorsqu'il s'agit par contre de donner de l'argent ou de passer beaucoup de temps, là évidemment, on a un certain nombre de critères de bon sens, j'ai envie de dire. Il faut que le projet soit sérieux, voilà, puisqu'évidemment, il y a une variété immense dans ces créations d'écoles, et on a à peu près accompagné 900 créations d'écoles quand même dans notre histoire, et donc c'est vraiment une expérience très concrète de ce qui conduit les gens à créer des écoles, la manière dont ça se passe, ce qui fait que ça réussit ou que ça échoue, voilà. 900 écoles, donc, c'est ça, créées en 20 ans. Alors, il y en a eu plus que ça, mais nous, on en a accompagné très directement en 900. On peut dire qu'on les a un peu toutes accompagnées parce qu'on a une politique d'open source, pour parler en bon français. C'est-à-dire que notre site internet est très complet sur les étapes pour créer une école. Donc, il y a beaucoup de personnes qui déjà se servent de notre site internet. Et après, il y a ceux qui nous demandent plus précisément un accompagnement, des conseils, des formations. Voilà. Donc quand je dis 900, c'est ceux qui sont rentrés en contact avec nous, qui nous ont posé des questions techniques, juridiques, etc. Parfait. Donc là, nous parlons du secteur dit hors contrat, qu'on appelle libre ou indépendant. Oui, ou alternatif aussi. Ou alternatif, oui. C'est-à-dire qu'en fait, en France, la situation est assez spéciale. C'est-à-dire que si vous créez une école et que vous n'êtes pas l'État, vous êtes nécessairement dans la situation de créer une école indépendante, une école hors contrat. C'est pas un choix, c'est une nécessité. Vous n'avez pas d'autres possibilités. Donc très concrètement, vous n'avez pas le droit de créer une école sous contrat. C'est pas possible. Et au bout de 5 ans, théoriquement, l'Éducation nationale peut octroyer le contrat, mais en pratique, elle ne le fait pas, ou très très rarement. En tout cas, très rarement sans intervention politique. Et dans certains cas, ça peut se faire, mais ponctuellement, classe par classe, parce qu'il faut savoir que le contrat se passe par classe et non pas par établissement. Ce qui fait que la plupart du temps, et ça je pense que beaucoup de gens ne le savent pas, les établissements dits privés sous contrat sont en réalité un mélange de classes sous contrat et hors contrat. Ce qui veut dire que le hors contrat, c'est le lieu de la création, de l'innovation, de l'expérimentation, aussi d'accueil d'enfants différents, les enfants neuroatypiques qui sont porteurs de handicap par exemple, ou de classes bilingues, etc. Donc en fait, c'est le lieu de la liberté, et c'est ça qui m'intéresse, c'est pas une religion, une passion soudaine, c'est simplement que c'est le lieu de la responsabilité, de l'expérimentation, de la liberté et de l'accueil de la différence. Très bien, oui. Et donc vous sentez une réticence certaine, en tout cas statistiquement vérifiée, du côté de l'État pour offrir la contractualisation. Alors là, il faut faire un peu d'histoire là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu la loi de 1959 qui a créé donc le fameux contrat, la loi Debray. Et au début, la plupart des établissements sont passés sous contrat. Certains ont refusé parce qu'ils tenaient leur liberté, ils n'avaient pas tant besoin d'argent que ça, etc. Puis le temps a passé. Les choses se sont tendues avec Mitterrand, et il y a eu le projet de créer, comme vous savez, un service public unique, unifié. Donc est arrivée la loi Savary. Et les Français se sont dit non. En fait, non. Et pas que les Français qui mettaient leur enfant dans le privé, mais aussi les Français qui voulaient garder un choix, et notamment des Français qui étaient tout à fait favorables et qui avaient leur enfant dans l'école publique. Et il y a eu un bras de fer incroyable, avec plus d'1 million de gens dans la rue. Et donc, le président a dû
reculé, et il est sorti une sorte d'accord où on a décidé de geler la situation. Donc à l'époque, il y avait 20% des enfants dans le privé sous contrat. Alors je ne rentre pas dans le détail technique, la manière dont ça se passe, mais on a gelé la situation. Et on a dit, il y a un consensus politique, il faut que ça reste comme ça. Ce qui fait que année après année, et encore maintenant, donc 84, ça date pas d'hier, au lieu de dire, bah tiens, il y a une demande, il y a un besoin, c'est justifié, l'école est bonne, on donne le contrat, ou on le retire d'ailleurs accessoirement. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est complètement gelé. Et si, par exemple, vous créez 100 classes dans le public, dans ce cas, vous en créez 20 dans le privé. Et si vous en fermez 100 dans le public, vous devez en fermer 100 dans le privé. Voilà, 20 dans le privé, pardon. Donc, ça, c'est la réalité donc, qui est assez étrange parce qu'il n'y a aucune base juridique. C'est un pur compromis politique. Et ce compromis politique, on a l'impression de cette espèce de totem auquel on ne peut pas toucher. Alors, en réalité, on y touche tout à fait. Parce que ce chiffre n'est pas respecté. On est plutôt à 17% aujourd'hui. Et il y a plein de tractations assez subtiles. C'est pas toujours les mêmes contrats. Il y a les contrats religieux, il y a les contrats laïques. Donc, il y a le Fonds social juif unifié qui va négocier pour les contrats juifs. Il y a les directions diocésaines, enfin le secrétariat général d'enseignement catholique qui négocie pour l'enseignement catholique. Il y a les réseaux laïques qui font comme ils peuvent et qui ont le plus grand mal à avoir quelques contrats. Bon, tout ça est assez compliqué. Et puis, il faut bien dire aussi que quelque part, ça arrange bien cette pénurie, ça arrange plein de gens, et ça on pourrait y revenir, mais ça arrange plein de gens. Donc une espèce de statu quo, pour moi dramatique, parce qu'il empêche le choix des gens, ça en démocratie c'est sacré. Dramatique aussi parce qu'au lieu de mettre le système sous tension, remettant régulièrement la question du contrat sur la table, en réalité on a une logique de rente de situation, et ça pourrit tout. On n'a pas de vraie concurrence, on a des sortes de ghettos privilégiés, on a des gens qui méritent plus le contrat mais qui l'ont, et on a des gens qui mériteraient le contrat et qui ne l'ont pas. Alors là, par exemple, l'actualité récente nous montre que le ministre de l'Intérieur a décidé de faire retirer le contrat au lycée Averroès de Lille. C'est quelque chose que je demande moi depuis 10 ans, et ça fait 10 ans que c'était manifestement choquant, puisque c'est un établissement qui relève directement des frères musulmans, avec l'intervention très fréquente de personnes qui sont interdites de séjour dans la plupart des pays européens ou aux États-Unis. Bon, bref, donc il y avait quand même quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais l'idée de retirer le contrat quand vous l'avez donné, c'est quelque chose qui est compliqué pour l'État. Et je trouve que ce levier-là devrait être utilisé. On doit pouvoir... C'est un petit peu comme un appel d'offres, si vous voulez. On devrait dire, bon, il y a un cahier des charges, on fait régulièrement des appels d'offres du contrat. Ceux qui sont dans les clous, ils peuvent avoir un contrat. On passe tous les 5 ans une revue, on voit les résultats obtenus. C'est à la hauteur de l'affaire, il n'y a pas de problème républicain, il n'y a pas de problème d'endoctrinement, le niveau académique est là, on continue le contrat. Inversement, il y a un problème d'endoctrinement, le niveau n'est pas là, c'est mal géré, il y a du gaspillage, on coupe le contrat. Et ça, c'est quelque chose qui est très archaïque. Et en plus, ça crée... comment dire ça crée des tensions et ça vrille la totalité en fait du système de création pédagogique et de prise de responsabilité éducative. Et ce point n'est jamais traité. C'est vraiment un angle mort de la politique. C'est un angle mort, vous avez raison. Il s'agit en effet des accords langue-couplet qui ont 40 ans et qui en effet sont appliqués de manière mécanique par l'administration. D'ailleurs, il faut savoir que l'enseignement privé sous contrat, enfin l'enseignement privé est géré au ministère par la direction des affaires financières. Ça en dit long. Non, ça en dit long, oui. Et non pas par la DGESCO. Ce qui est en effet assez surprenant. Et qui donc la totalité du sous-contrat et du hors-contrat. Et du hors-contrat, absolument. Il faut quand même voir. Et en réalité, quand vous appelez tout journaliste ou même tout, toute personne peut faire l'effort. Vous essayez d'appeler le ministère de l'Éducation nationale et vous demandez à la personne responsable des écoles privées hors contrat ou sous contrat, c'est le souk le plus total. Vous n'arrivez pas à avoir quelqu'un au téléphone. Exactement. Et c'est quand même 20% des enfants. Oui, absolument. C'est 20% des enfants. Et les Français y tiennent beaucoup, puisque vous rappeliez la manifestation monstre de 1984. 84, c'est ça. En fait, ce que le ministère avait juste oublié, c'est que 50% des enfants font, durant leur scolarité, un séjour dans l'enseignement privé. Et c'est même encore plus maintenant. C'est plus maintenant. Voilà. Ça à l'époque, c'était déjà un petit peu le cas. Maintenant, la dimension religieuse a largement disparu, il faut bien dire les choses. Les gens sont devenus beaucoup moins idéologues, beaucoup plus pragmatiques. Et
et font du picorage au regard du besoin des enfants. C'est le côté un peu consommateur de services publics ou pratique, si vous voulez. Quand vous avez un système qui dysfonctionne, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez la meilleure solution pour votre enfant. Vous bricolez. Évidemment. Voilà, c'est le bricolage généralisé. Pour Averroès, le zèle du ministre s'explique largement par le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Enfin, nous étions hier soir, à savoir la présentation de la loi immigration par Gérald Darmanin. Oui, bien sûr. Donc, en effet, le scandale d'Averroès existe depuis très longtemps, depuis des années. Oui. Subitement, le ministre décide d'ordonner au préfet la fermeture administrative, enfin le retrait plutôt, du contrat d'Averroès au motif que la laïcité n'y est pas respectée, enfin la laïcité, les principes fondateurs de l'enseignement ne sont pas respectés et qu'il circule des personnalités douteuses, voire carrément obscures. Bon, c'est un point d'actualité. Il y a beaucoup d'autres établissements de ce type qui se créent dans le monde musulman notamment. Vous voulez dire en France ou... Oui, en France. Oui. Il n'y en a pas tant que ça. Oui, ça... Donc, là, c'est un point, je pense, qui est quand même bien important de noter. Oui. Toute une partie du personnel politique, et en particulier de droite, aime à se faire peur, à dire c'est horrible, la liberté scolaire, finalement, ça sert à segmenter la population française, ça alimente le séparatisme, etc. Alors, il faut regarder les chiffres dans ces cas-là. La réalité, c'est quoi? C'est que les plus gros établissements musulmans, pour parler d'eux, ils sont sous contrat. Oui. Encore aujourd'hui. Bon, donc déjà, il y a de quoi faire de ce côté-là. Oui. Ensuite, les créations d'écoles hors contrat musulmanes, il y en a très très peu. Cette année, il y en a eu une. Et il faut quand même dire les choses. Aujourd'hui, l'État fait la chasse aux créations des écoles musulmanes. Alors, il sort des prétextes divers, mais la réalité, c'est qu'il fait la chasse aux écoles musulmanes lorsqu'elles se créent ou se déplacent, ou s'agrandissent, etc. Il faut bien voir que ça n'a pas toujours été le cas. Lorsqu'il y a eu les attentats de 2015, il y a une politique qui a été mise en place sous l'impulsion de Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre alors, qui était une politique assez étonnante, enfin j'ai trouvé assez étonnante, c'était une politique de contractualisation. Le but, c'était de passer sous contrat les écoles musulmanes pour les normaliser. Pour les normaliser. En réalité, elles sont plus contrôlées dans leur contrat, on pourra y revenir, que dans le sous-contrat. Mais c'était l'idée. Donc il y a eu une politique très active qui a été relayée par la FNEM, la Fédération nationale d'enseignement musulman, qui ensuite, qui dépendait de l'UOIF, qui s'est transformé ensuite en Musulmans de France, donc qui est l'organisme qui dépend littéralement, et qui le dit, des frères musulmans. C'est-à-dire que c'est une influence directe. Réseau frériste, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est quand même assez étonnant, cette idée que à la fois les frères musulmans et Najat Vallaud-Belkacem ont dit on a des problèmes d'attentats terroristes, et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des financements publics aux écoles musulmanes. Alors que, à ma connaissance, il n'y avait pas de lien précis, logique, entre les attentats terroristes et le fait qu'il existe des écoles pour enfants musulmans. Il faut dire aussi que si dans les endroits où s'implante ce type d'école, l'école publique fonctionnait correctement, il n'y aurait pas toutes ces écoles. Parfaitement. Alors justement, je pense que vous avez raison, les islamistes n'ont pas vraiment besoin, les islamistes, je précise, n'ont pas vraiment besoin de créer leur propre système scolaire, puisqu'ils sont en train de les infiltrer, les écoles publiques. Le nôtre. C'est plus simple. Donc je pense au dernier livre d'Aubin, les profs ont peur, où cet ancien inspecteur général de l'éducation nationale, 20 ans après son rapport de 2004, passe en revue la situation de la laïcité dans les établissements publics et démontre, à l'aide de témoignages très saisissants, que ce qui était anecdotique en 2004 est devenu courant, banal, en 2024. C'est-à-dire qu'en fait, et l'incident d'hier ou d'avant-hier dans le collège Colbert de la région parisienne, je ne sais pas exactement, peu importe, montre bien que les fréristes et les islamistes sont en train de réussir, en effet, le noyautage de l'enseignement public et de réussir à interdire, au fond, certains enseignements, purement et simplement, par la pression et par la peur. Parce que les professeurs de cet établissement public se sont mis en droit de retrait, non pas en grève, mais en droit de retrait. Le droit de retrait est très réglementé. Il repose sur le fait qu'un agent ou un opérateur quelconque se sente menacé dans sa vie et dans sa santé physique. Et donc là, c'était le cas. Donc, si vous voulez, je ne crois pas qu'il y ait un vrai problème, en effet, je suis d'accord avec vous, de multiplication des écoles musulmanes. Ça n'est pas utile. Les islamistes se sentent très bien dans l'enseignement public où ils prospèrent. Alors, il faut bien dire, par contre, qu'il existe des écoles
clandestine, oui. regroupant des enfants musulmans. Alors il faut faire attention à ce dont on parle. Lorsqu'on dit des écoles coraniques, une école coranique, c'est une école de type religieuse, c'est-à-dire que ça sert à préparer, à apprendre le Coran en général. C'est le catéchisme en fait. Ouais. Oui, si on veut, sauf que eux, c'est quand même de l'ordre de l'apprentissage par cœur, le fait de psalmodier le Coran. Il n'y a pas de partie critique ou analytique. Oui. C'est quand même une énorme différence. Donc ça, c'est l'école coranique. Après, il y a des écoles du soir pour apprendre l'arabe islamique, puisque l'arabe islamique est spécifique. C'est pas l'arabe littéraire, le fusra, c'est encore autre chose. Donc, et ça, c'est tout à fait logique que ça puisse exister. Mais il y a aussi la situation des filles, en particulier, qui ont été déscolarisées suite à la loi sur le voile, qui se sont retrouvées faisant l'école à la maison, qui ont été en difficulté, parce que c'est évidemment difficile de faire l'école à la maison, et étant un petit peu en déshérence, elles ont essayé de se rassembler, et finalement, elles ont atterri dans des écoles clandestines. Et sur ce, il y a aussi toutes les activités périscolaires, soutien scolaire, activités, et tout ça, c'est le vrai lieu, sportif aussi, association sportive, tout ça, c'est le vrai lieu où se déploie un enrégimentement de la pensée des jeunes gens. Donc, il faut faire attention. Et je dois dire qu'il y a une confusion qui a été entretenu volontairement à l'époque de Jean-Michel Blanquer, je l'avais dénoncé à l'époque, où il utilisait à dessein, parce qu'il n'a pas voulu reconnaître qu'il s'était trompé, donc c'est donc à dessein, le mot hors contrat, clandestin, comme si une école clandestine était une école hors contrat. Or, c'est précisément le contraire, puisqu'une école clandestine, c'est une espèce d'école de fait, si vous voulez, qui s'est créée comme ça. L'école des caves, si vous voulez. Et il y en a dans les caves. Je peux vous indiquer à Clichy des écoles dans les caves, qui existent aujourd'hui. D'accord ? Encore aujourd'hui. Et qui sont connues, mais pas démantelées. Voilà. Donc, il existe des écoles comme ça, et les écoles hors contrat, ce sont des écoles qui sont prévues par le Code de l'éducation, qui sont contrôlées à la création, à la première année, aussi souvent qu'on veut. Vous avez des écoles qui sont créées, qui sont inspectées jusqu'à 5 fois par an, par des équipes qui contiennent jusqu'à 15 inspecteurs. Donc, ça m'étonnerait bien que les écoles publiques ou sous contrat soient autant inspectées. Voilà. Donc, on a une situation très étrange où l'opinion publique se dit ces écoles hors contrat, hors contrôle, espèce de clandestinité, de séparatisme louche. Et les médias, évidemment, entretiennent largement ça, parfois par ignorance, parfois volontairement, ça dépend. Alors qu'en réalité, très bizarrement, on a une situation qui est d'ailleurs pas très logique, où ces écoles-là sont certainement les plus inspectées de France, alors qu'elles ne sont pas financées, et qu'elles reposent sur la liberté d'enseignement. Alors voilà un paradoxe qu'il faut souligner. C'est intéressant parce que, évidemment, cette question se posera dans les années qui viennent. Il faut sortir de cette situation qui en fait est un peu bancale, quasiment un peu politiquement malsaine, je trouve, en tout cas qui entretient des confusions qui n'ont pas lieu d'être. Et nous réfléchissons, dans le groupe Rassemblement National, à l'Assemblée nationale, à la meilleure manière d'articuler intelligemment ce que produisent, en termes de créativité pédagogique et éducative, les écoles libres, qu'elles soient hors contrat ou sous contrat, ça n'est pas vraiment la question, et le système de l'enseignement public. Alors, non pas pour les opposer, je ne dirais jamais que l'enseignement public serait sclérosé et que vous seriez les seuls détenteurs de la vérité pédagogique, ni d'ailleurs l'inverse. Mais je pense effectivement que des écoles qui se créent ont besoin de montrer qu'elles apportent une valeur ajoutée à l'éducation par rapport au système public où les enfants ne sont pas scolarisés, et que toute cette créativité devrait être non pas, enfin elle doit être contrôlée si on veut, mais enfin elle ne doit pas être suspectée a priori d'être déviante, mais au contraire interrogée, regardée comme pouvant éventuellement enrichir l'action éducatrice de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez d'organiser un petit peu cette porosité ? Oui. Alors, c'est une question décisive. Je suis bien contente qu'on puisse l'aborder. Pour moi, il y a plusieurs aspects. On a en France une éducation nationale qui pourrait redevenir de grande qualité. Je n'en doute pas. Et c'est d'ailleurs ce que j'appelle de mes voeux, que ce soit très clair. Je ne suis pas du tout dans l'idée qu'il faille supprimer cette éducation nationale et mettre que des écoles privées à la place. C'est pas du tout mon approche. Je rappelle que je suis un pur produit de l'école publique, de la naissance jusqu'à l'ENA, en passant par Normal Sup. Enfin, je n'ai jamais mis les pieds dans le privé, à aucun moment que ce soit. De ce point de vue-là, je trouve que l'école est une institution, surtout en France. Donc, elle crée une espèce de corpus commun qui permet
une nation de se constituer, de se souder, voilà. Elle développe le sens civique, elle fait des choses absolument fondamentales, donc c'est vraiment une institution. Maintenant, c'est pas régalien, c'est pas un service régalien, c'est-à-dire que c'est pas comme la police, la justice, l'armée, etc. Donc c'est-à-dire, et c'est là qu'il faut certainement être précis, c'est-à-dire que l'État doit faire en sorte que ça fonctionne. Maintenant, il n'est pas obligé de faire marcher tout le monde comme un seul homme. Bien sûr. Et moi, je suis libérale de ce point de vue-là, je dis bien de ce point de vue-là, c'est-à-dire que je pense qu'il faut laisser la paix aux professeurs, mais les juger sur les résultats de leurs élèves. Alors ça ne veut pas dire que tous les élèves doivent avoir le même niveau. Évidemment, selon les élèves que vous avez, vous n'allez pas les amener au même endroit. Mais tous les élèves doivent progresser et le bon professeur est celui qui fait progresser l'élève du début de l'année à la fin de l'année. Et pour ça, il faut faire des évaluations. Donc, laissons la paix aux professeurs, ne les infantilisons pas. Je ne sais pas si là-dessus on est tout à fait d'accord. Je pense que c'est vraiment fondamental. Si on veut attirer des gens intéressants, il faut les payer mieux, évidemment, mais il faut aussi respecter leur liberté professionnelle. Et par contre, évidemment, le corollaire de la liberté, c'est la transparence et l'évaluation. Sinon, là, on délire après, si vous voulez. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on est fliqué, aussi bien d'ailleurs dans le privé, hors contrat, sous contrat, public, on est fliqué de tous côtés. Et pour autant, on est rendu littéralement irresponsable de nos résultats. Mais même dans leur contrat. Ce n'est pas parce qu'une école a de mauvais élèves académiques qu'on va la fermer. Ça ne sera pas pour ça qu'on la fermera. On la fermera pour des raisons nébuleuse en réalité et quasiment incompréhensible. Donc voilà. Donc pour revenir sur la question que vous avez abordée en tant que telle, je crois qu'il y a une étape qu'il faut signaler, c'est aussi celle de l'école à la maison. Pardon si vous ne vouliez pas forcément en parler maintenant. Si, mais on peut en parler, je pense que c'est très important. L'école à la maison, c'est une telle évidence en réalité que personne n'avait même songé à faire une loi pour dire qu'on pouvait le faire. Mais quand même, Ferry, qui avait tendance à faire des lois sur tout en 1882, a bien dit que naturellement, les parents pouvaient instruire leurs enfants s'ils en avaient les capacités. Bon, il semblerait quand même dans une démocratie qu'il soit difficile de refuser, de dénier le droit aux parents d'instruire leurs enfants. Or, aujourd'hui, on a une situation où vous pouvez être professeur agrégé d'allemand, comme certaines personnes. Eh bien, le professeur agrégé d'allemand, il ne peut pas instruire son enfant à la maison. Vous pouvez être institutrice diplômée avec 20 ans d'expérience, vous n'avez pas le droit d'instruire votre enfant à la maison. Et vous êtes soumis au bon vouloir complètement aléatoire d'une académie à l'autre, ça change complètement, d'inspecteurs qui vous disent ah bah oui, ah bah non, ah bah oui, mais que non, il faut refaire tous les papiers après. Bon voilà. Donc ça, il y a un problème. C'est pas possible de renoncer à cette liberté. Je rappelle, hélas, que les seuls pays qui font ça, ce sont des pays qui tiennent ça d'époques extraordinairement liberticides. En Allemagne, on sait d'où ça vient. Ça vient quand même de la période nazie, tout simplement. Et l'idée, c'est quand même d'étouffer la société civile. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Et alors, en plus, il faut un peu d'humilité. Quelle que soit l'école publique, imaginez que demain, l'école publique aille extraordinairement bien. La nature humaine étant ce qu'elle a, il y aura toujours des enfants qui vont tomber malades et qui auront besoin de rattraper dans un contexte plus doux. Il y aura toujours des enfants harcelés. Un enfant harcelé, il faut pouvoir le sortir tout de suite. Il ne faut pas attendre l'autorisation de 50 niveaux hiérarchiques, si vous voulez. Sinon, il peut se tuer. Il peut se suicider devant vous. Donc, c'est sérieux, je veux dire. Donc, l'école à la maison, c'est quelque chose aussi qui permet à des enfants qui ont un handicap de progresser, d'arriver à aller plus loin, parce que y a possibilité de créer un peu quelque chose sur mesure. Donc, je crois que là, le fait de supprimer l'école à la maison, c'est vraiment un malheureux, si vous voulez. C'est une manière de dire, bon, l'école publique va mal, alors on va tuer toutes les alternatives, ou bien on va les rendre suspectes, et comme ça, les gens, ils seront pour l'école publique. Mais enfin, c'est sûr que l'école publique va particulièrement mal. Il faut bien sûr à toute priorité la relever, mais il n'y a aucune nécessité à supprimer ce qui permet justement d'être une sorte de soupape de sécurité, une respiration. Je veux dire, tout système doit intégrer ses propres failles. Et c'est une espèce de de mégalomanie que de croire que on a besoin d'aucune espèce d'aiguillon
financement et aussi d'échappatoires, de petites solutions, etc. On a besoin de ça. Donc ça, c'est pour l'école à la maison. Et là, c'est une régression politique et humaine, j'ai envie de dire, majeure. C'est lamentable cette histoire. Je dois dire que j'ai eu honte pour mon pays. Et en tant qu'énarque, je me suis dit, c'est quand même invraisemblable d'en arriver à avoir un conseil constitutionnel qui trouve qu'il n'y a pas de problème pour la liberté d'enseignement. Enfin, là, c'est dramatique. Alors, si on en vient maintenant à la question de l'articulation du privé avec le public, je pense qu'il faut repenser complètement cette histoire de privé sous contrat, et d'ailleurs privé hors contrat. Ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, le privé sous contrat, il est littéralement aligné pédagogiquement sur le public. Il ne présente pas beaucoup d'intérêt. L'intérêt majeur qu'il a, c'est d'avoir les parents plus présents, parce qu'on paie. Alors quand on paie, on fait plus attention. Puis ils sont engagés un petit peu pour un certain nombre de choses. Les professeurs moins absents, pour la même raison. D'avoir une petite sélection sociale un peu plus élevée, puisque les parents paient. Bien sûr. Pour les meilleurs établissements, enfin dit meilleurs établissements, attention, de pouvoir supprimer les élèves, les faire sortir dès qu'ils risqueraient de faire baisser le niveau affiché d'établissement. Donc, outre qu'en tant que catholique, ça me choque, parce que c'est quand même pas comme ça qu'on doit se comporter face à un élève. Ce qui compte, c'est le travail qu'il produit, c'est pas s'il risque de faire baisser la moyenne. En fait, ce système a l'apparence du succès, mais il n'a pas un véritable succès. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec les syndicats de gauche, qui le disent sur tous les tons. Et donc, ce n'est pas sain. Et par contre, je pense qu'on a tout à fait besoin d'avoir des alternatives, enfin, pour parler français, une alternative à l'éducation nationale. Pas forcément dans des niches, vous voyez, parce que ce serait peut-être une tentation de dire c'est uniquement pour les enfants handicapés, les enfants harcelés, les enfants bilingues. Non, je pense que c'est intéressant. Là aussi, moi, je crois à la concurrence. Je crois qu'on est meilleur lorsque on est un petit peu, stimulé par quelqu'un d'autre que quand on est tout seul en situation, si vous voulez, d'omnipotence. Regardez la situation de la Bretagne. Vous connaissez bien la situation. En Bretagne, vous avez à certains endroits quasiment 50% d'enfants dans le privé sous contrat, et le niveau du public est meilleur. Parce que, évidemment, il y a une concurrence, et les professeurs se disent si on n'est pas au niveau, les gens iront de l'autre côté. Voilà. Donc là, il y a un réalisme. Si vous voulez, ce qui manque souvent dans les pensées qui sont tout publiques, c'est un manque de réalisme humain sur ce qu'est un homme, comment il fonctionne, ça, et un manque de réalisme administratif. C'est-à-dire que au bout du bout, l'État, c'est toujours une personne injuste, une personne qui peut être généreuse, qui peut être limitée. Et donc, quand vous êtes inspecté par une personne ou que votre destin, quand vous créez, vous êtes inspecté par une personne, ça c'est l'école à la maison, ou que votre destin dépend d'une personne, en réalité, vous dépendez quasiment de l'arbitraire. Et ça, je trouve que c'est désuet, ça a plus lieu d'être. Alors, il est évident que les écoles indépendantes, beaucoup plus que le sous-contrat, les écoles indépendantes sont un aiguillon remarquable pour l'innovation, mais aussi pour la conservation de pratiques qui auraient tendance à être balayées trop rapidement. La grammaire française, par exemple, elle n'existe plus, même dans les meilleurs établissements sous contrat. C'est fini. Si on veut pratiquer de l'analyse grammaticale correctement, une maîtrise de la langue française correctement, il faut aller chez les écoles de religieuses catholiques hors contrat, et là, vous aurez un français parfait, etc. Alors, ça ne résout pas tous les problèmes de la Terre, mais en tout cas, quand même, ça permet, qui maîtrise la langue, maîtrise le monde. C'est quand même fondamental. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, beaucoup de sujets. Sur l'aspect régalien, ça m'a fait sourire parce que vous dites, c'est plus qu'un service public, l'école publique, c'est une institution de la République, c'est clair. Là-dessus, nous sommes parfaitement d'accord. Alors, ce qui m'a fait sourire, c'est que le président de la République, il y a quelques semaines, a déclaré au Urbi et Orbi que désormais, c'était un domaine réservé et que ça devenait régalien par le fait même, si je puis dire. Ça n'a rien changé à quoi que ce soit, mais c'est quand même intéressant de voir à quel point le pouvoir actuel s'inquiète de la dérive du système éducatif français en général, et qu'il essaie de reprendre symboliquement la main en disant « j'en fais une affaire personnelle pratiquement du président de la République, un domaine réservé au même titre que la défense ou les affaires étrangères par exemple ». Je ne pense pas que ça produise beaucoup d'effets, en tout cas dans les années qui viennent. Et ça a été démenti instantanément avec l'arrivée de Gabriel Attal, qui n'a jamais été aussi visible et présent. Voilà, en fait, c'est ça. que ça. Tout à fait. Gabriel Attal est sur tous les plateaux de télévision. Il intervient rapidement au moindre problème.
il occupe totalement son poste de ministre, et du coup, il n'y a plus de place pour le président de la République. Bon, donc, ils s'arrangeront entre eux. Enfin, bon, on ne peut pas se plaindre qu'on ait un ministre qui s'intéresse non, c'est bien. de plus près. Ce qu'il fait va dans le bon sens. Oui, tout à fait. Oui, c'est indéniable. Ça va dans le bon sens, d'autant plus que ça s'inspire beaucoup de ce que nous préconisons depuis des années et qui a toujours été ridiculisé, voire moqué par Renaissance notamment. Je pense à l'uniforme, par exemple, qui sera bientôt expérimenté en vraie grandeur, alors que Renaissance a voté contre une proposition de loi visant à instaurer l'uniforme, qui était défendue par mon groupe. Mais bon, c'est anecdotique et c'est politique. Ça n'est pas vraiment immédiatement intéressant en ce qui nous concerne maintenant. Je suis tout à fait d'accord avec avec l'idée de mettre sous tension, ce terme ne doit pas choquer, les deux systèmes, c'est-à-dire le système public et le système privé. Je suis pour une saine émulation, et vous avez raison, en Bretagne, dans l'Académie de Rennes, aux évaluations nationales, les élèves de l'Académie de Rennes ont les meilleurs résultats de France. On peut prendre un exemple historique aussi. On peut prendre l'école alsacienne. Vous savez que l'école alsacienne, ça a été le lieu où on a créé l'école publique. Bien sûr. Or, c'était une école tout à fait privée. Et il y avait Ferdinand Buisson, enfin, il y avait toute cette génération-là qui avait ses enfants au Berre aussi, qui avaient leurs enfants dans cet établissement. À la moindre inauguration, vous aviez tous les ministres qui venaient, alors qu'aujourd'hui, tous les enfants de la Macronie y sont. Mais par contre, jamais un ministre n'oserait y aller. Non, ça se fait pas. On a un ministre qui en vient directement, mais à part ça, il en vient directement, et il y a toute une partie de la caste politique qui en vient directement, mais par contre, un ministre n'oserait pas aller à l'inauguration de cette école. C'est intéressant. Il y a une pression idéologique qui est intéressante. Alors qu'elle est sous contrat maintenant. Oui, bien sûr. Alors ce qui est fou d'ailleurs, une école comme ça sous contrat, ça fait partie des aberrations. Ça c'est important aussi qu'on le sache, c'est que dans les écoles sous contrat, il faut savoir qu'il y a des écoles qui sont des sociétés qui appartiennent à des fonds de pension lucratifs. Bien sûr, oui. Et il faut savoir aussi qu'il y a des écoles qui ont des tarifs extraordinairement élevés, mais qui sont sous contrat. Et donc en fait, il y a toute une partie de l'élite administrative et politique française qui ne paie pas le prix du hors-contrat, mais qui a ses entrées dans le sous-contrat qui correspond très fortement au hors-contrat, aux frais du contribuable. Donc ça aussi, il y a toute cette réalité-là, avec énormément d'hypocrisie dans le système. Et je pense que c'est important de demander clairement qu'on sorte de tout ce mensonge pour faire une politique beaucoup plus attentive, pas forcément à l'égalité des chances, qu'on ne sait plus très bien ce que veut dire ce mot, mais à la justice, tout simplement. Tout à fait, bien sûr. Je suis d'accord avec vous, cela mérite une remise à plat assez radicale, une sorte d'opération vérité sur les établissements sous contrat, que l'on voit en effet s'ils doivent être renouvelés ou si au contraire ils peuvent parfaitement se passer des subsides publics, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Je rappelle à nos auditeurs qu'un établissement sous contrat voit ses professeurs, enfin les classes sous contrat, voit le corps enseignant rémunéré intégralement par l'État, selon une grille de salaire qui n'est pas celle de la fonction publique, mais enfin qui en est proche. Et évidemment, c'est de l'argent public, donc ce sont aussi les programmes publics, etc. Et en plus de ça, il y a le forfait communal pour le primaire, il y a tous les financements des collectivités locales pour le bâtiment. Donc en fait, c'est une énorme différence quand on a le contrat par rapport au fait de ne pas l'avoir. Alors, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est que plus ça va mal dans le système éducatif français, on l'a vu avec PISA, dont les résultats viennent de sortir, et qui sont une fois encore une honte pour nous, il faut l'avouer. Encore pire que d'habitude, je dirais. D'habitude, c'était encore écroulé. Donc, j'ai eu l'occasion de dire à Monsieur le Ministre qu'on pouvait baptiser cette génération la promotion Hollande, puisqu'en fait, les élèves qui ont été testés à l'âge de 15 ans sont entrés 10 ans plus tôt dans le système éducatif, c'est-à-dire en 2013, au moment où Vincent Payon, puis Madame Belkacem, puis Benoît Hamon ont déconstruit l'école républicaine encore un peu plus. Donc ça, c'est une chose. Mais enfin, si vous voulez, c'est une satisfaction amère, parce que ça ne m'amuse pas du tout de constater que nos enfants sont en queue de classement, parmi les pays du même niveau que le nôtre, j'entends bien sûr, en français et en mathématiques à l'âge de 15 ans. Bon. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a le sentiment que plus le système dérive et se dégrade, plus il essaie de couper tout ce qui dépasse, c'est-à-dire tout à fait. Vraiment, le dernier exemple de ce phénomène, qui est à mon avis systémique, parce que je ne pense même pas que les politiques soient bien conscients de ça, il faut voir, c'est le fait que par exemple à Paris, on veuille fermer 4 classes prépa. Des petites, on est petites des semi-petites. Oui, semi-petites, qui sont considérées comme... alors, ça signifie que la classe prépa, c'est vraiment ce qui reste
de l'idée de l'élitisme républicain tel qu'il a été porté depuis Condorcet jusqu'à Péguy et par le CNR aussi, jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, c'est la fabrication d'une élite par le mérite scolaire. C'est là que ça se passe. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de revenus ou d'indicateurs de position sociale, c'est simplement une question de capacité scolaire et de travail. Donc les fermer, c'est là aussi, d'une certaine manière, essayer de détecter, de décréter, de couper tout ce qui dépasse, comme si le système, inconsciemment, se vautrait dans sa médiocrité et voulait casser tout ce qui pourrait permettre de le comparer à quelque chose qui marche. Ça, c'est intéressant. Oui, et là encore, je suis d'accord avec vous et là-dessus. Et là encore, il y a une hypocrisie phénoménale parce que la nouvelle tendance des élites, c'est en réalité d'envoyer leurs enfants d'une part dans des écoles hors contrat ou sous contrat bilingues et ensuite à l'étranger. Voilà. En réalité, à Bocconi, à Cambridge, ils peuvent, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent que les classes préparatoires, c'est trop de travail, c'est trop aléatoire, et donc c'est bien plus astucieux, lorsqu'on est bien accompagné, de faire un petit détour par l'étranger. Voilà. Avec un dossier français, on s'en sort relativement bien, etc. Donc, ceux qui restent captifs dans le système, c'est ceux qui ne sont pas au courant de tout ça ou qui ne peuvent pas payer des frais de scolarité à l'étranger parce que à moins de 15 000 € par an, on n'a rien. Donc évidemment, c'est des happy few qui peuvent aller là-bas. Et donc, il ne faudrait quand même pas que le bon peuple puisse accéder à une voie d'élévation au mérite qui constitue la prépa. Donc, il faut aussi supprimer la prépa. Donc là, il y a quand même quelque chose d'extraordinairement... Alors, moi, je suis un pur produit des prépas. J'aimerais bien raconter une petite illustration concrète. Je viens de Manosque, lycée public. J'avais aucune idée de ce qu'étaient les prépas, mais j'avais un ami qui était professeur, qui était fils de professeur, qui était avec moi en terminale C, comme on disait à l'époque, et il m'a dit, tiens, je t'ai pris un dossier pour Louis le Grand, tu devrais l'envoyer. Je savais pas ce que c'était du tout. J'envoie le dossier. Et je reçois mon admissibilité à Louis le Grand, et mes parents étaient tellement surpris qu'ils pensaient que c'était une sorte de, de blague qu'on m'avait faite. Mais non, ils ne croyaient pas du tout. Enfin, ça leur paraissait fou, inaccessible, etc. Donc quand je suis arrivée à Louis le Grand, en tant que femme, c'était pas très simple parce que on n'avait pas d'internat, donc on faisait comme on pouvait. Et pour préparer l'école et préparer les examens, on était un peu n'importe où, dans les combles, dans les cours. À la maison des lycéennes de la Docteur Blanc, non? Ah oui, mais ça c'est le 16e, et c'est pas à côté. Oui, je sais bien. Voilà, donc en fait, et donc tout ça pour dire que à Louis le Grand, on était massivement des provinciaux. Massivement des provinciaux boursiers. Tout à fait. C'était pas le cas d'Henri IV à l'époque, mais c'était le cas de Louis Grand. Et on était quand même, il y avait beaucoup de fils de profs, ce qui n'était pas mon cas, mais quand même, on était très variés, on venait de la France entière. Et on apprenait tout, on découvrait tout, et on était mélangé avec une petite, peut-être 40% de Parisiens. Qui eux avaient baigné dans tout ce qu'il fallait. Voilà. Mais nous pas, on découvrait un peu tout ça. Et c'était quand même une vraie voie d'ascension sociale, méritocratique, républicaine, classique, si vous voulez. Et là, on est en train vraiment de démanteler cela. Et franchement, je ne vois pas l'intérêt de la chose. Vous voyez, d'ailleurs, c'est une des choses dont le ministre ne parle jamais, l'ascenseur social. C'est un terme que je n'ai pas encore entendu prononcer. Son prédécesseur, Pape Ndiaye, était très très branché, si j'ose dire, mixité sociale. Il s'est d'ailleurs, comment dirais-je, engagé justement sur un terrain très dangereux, puisque ça a beaucoup inquiété certains de ses collègues de l'élite parisienne, que l'on puisse mélanger leurs propres enfants avec les enfants des quartiers, ça n'a pas été une bonne idée, et le projet Ndiaye a capoté assez rapidement, et lui par la même occasion. Mais le ministre actuel n'a toujours pas, me semble-t-il, identifié cette question fondamentale pour un service public qui est une institution républicaine, c'est que dans notre pays, le véritable ascenseur social, d'ailleurs le seul en fait, c'est l'école. Il y a des pays... je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas fait du tout, en essayant de remettre les fondamentaux, toutes ces choses de bon sens, ça contribue à restaurer ça. Oui, enfin bon, ça contribue surtout à remonter à un niveau qui est lamentable, à essayer de remonter, c'est très bien d'ailleurs, c'est même très urgent. Mais l'ascenseur social est bloqué, d'après les sociologues et puis les spécialistes d'éducation, depuis plus de 50 ans. Il s'est bloqué. Bon. Ce qui fait qu'en fait, nous sommes dans un système de reproduction typiquement bourdieusien, pour le coup. Vraiment, les héritiers, etc. C'est caricatural. Ça marche comme ça continue comme ça. Et en plus, comme nos élites sont des élites de anywhere, c'est-à-dire de partout, et elles ont perdu le contact et elles ont coupé le cordon
avec une bonne partie de la population française qui, elle, est implantée, qui vit dans le pays, qui n'a pas l'intention d'envoyer ses enfants à Cambridge ou à Harvard, enfin pas dans l'immédiat, et qui ne peut pas se l'offrir. Et donc, cette fracture entre nos élites, du point de vue des comportements sociaux et scolaires, et le peuple est très préoccupante. Je pense qu'elle est un danger pour la République à terme. Et d'ailleurs, on voit bien à quel point... Elle est déjà un danger aujourd'hui, à mon avis. D'ailleurs, pour fréquenter maintenant le monde politique, je me rends compte qu'une bonne partie des élites de la Macronie sont, comme on dit couramment, hors sol. Je veux dire, ces gens ne vivent plus dans le même pays que nous, ne voient pas les mêmes choses que nous. Alors, je voudrais revenir à une chose. On a une évolution un peu à la britannique, hein. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait quand même pas de caste à ce point en France. Non. Là, maintenant, il commence à avoir des castes. Il y a ceux qui vont à Eton, et puis il y a ceux qui restent dans l'école publique de Trappes. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Et ça, c'est délétère. Enfin, c'est même dangereux. Je pense que le vrai séparatisme républicain, il est largement là. C'est beaucoup plus grave qu'une petite minorité de gens qui, pour des raisons religieuses ou médicales ou autres, font un peu différemment. C'est anecdotique. Tandis que cette manière dont l'élite ne s'intéresse plus à l'école publique parce qu'elle ne va pas en subir les conséquences personnellement, en fait, le pays va se dégrader. Mais leurs enfants directement, ils ont l'illusion qu'ils vont s'en sortir et éventuellement, ils iront à l'étranger. Il y a cette idée aussi, on est citoyen du monde, si ça va trop mal en France, on ira à l'étranger. Le Titanic sombre, mais eux, ils sont dans la chaloupe. Voilà. Et les autres, ils sont noirs. C'est un peu ça l'image. C'est ça, c'est un peu brutal, mais c'est un peu ça. Et donc ça, c'est pas possible. On peut pas, en tant que politique, on ne peut pas, en tant que, si on veut exercer des responsabilités politiques, on n'a pas le droit de se désintéresser de 90% des Français. C'est pas possible. Mais oui, c'est tout à fait impossible, en effet. C'est même pas pensable, en fait. Hein, mais c'est un petit peu ce qui se passe de manière comme ça, diffuse, lente, subreptice. Et ça n'en est que plus dangereux parce que les médias ne percutent pas là-dessus. Mais sur la capacité à réformer, pardonnez-moi de prendre la question et de vous interroger. Il y a un moment, figurez-vous, on a quasiment travaillé ensemble, mais vous ne le saviez pas, c'est quand vous étiez avec le ministre Robien et qu'il a mis en œuvre, il a essayé de mettre en œuvre plus exactement, sa réforme sur la méthode syllabique. Très bien, oui, vous vous souvenez de cette histoire? Vous étiez... Alors je faisais partie des sous-marins qui essayaient de diffuser de cette bonne initiative, etc. Et j'avais à l'époque été médusée par la manière dont la rédaction même du décret avait été quasiment inversée par rapport à l'objectif, et où une série d'inspecteurs avaient expliqué qu'ils n'avaient rien à faire de tout ça et qu'ils ne le feraient pas. Et donc, on avait vraiment assisté à quelque chose de fou en termes d'impuissance de l'État. Et c'est à la suite de cette expérience que moi, je me suis dit, je ne vais pas rester à contribuer à cette impuissance-là, je vais créer des écoles indépendantes. C'est cette expérience fondatrice, parce qu'on avait un ministre, il se trouve que je le connaissais, parce que j'avais fait mon stage d'ENA à Amiens. Donc, très bien, il était maire à l'époque. Et je savais très bien que sur cette question, il avait les idées claires. Je ne connaissais pas toutes ses idées, mais là-dessus, c'est très clair. Mais il avait beau être très clair, derrière le ministère n'avait aucune intention de le suivre. Bien sûr. Aucune. Il y a d'autres exemples, vous savez. Lorsque François Fillon a travaillé, dans une loi dont il est l'auteur, a institué le socle commun des connaissances, c'est-à-dire au fond ce que nul n'est censé ignorer à l'âge de 14-15 ans, le groupe de l'inspection générale du primaire a fait un tir de barrage monstrueux, allant jusqu'à sortir, ce qui est rare chez les inspecteurs généraux, de l'obligation de discrétion professionnelle et de réserve, pour critiquer ouvertement le projet ministériel. Et c'est pour vous dire, dans le système, il y a une espèce de subculture, d'état profond, si j'ose dire, dans le système éducatif, qui est propriétaire du système et qui considère que les politiques ne font que passer et que leurs lubies, au fond, disparaîtront avec eux. Et c'est vrai aussi, vous avez raison, sur la méthode syllabique qui aujourd'hui n'est toujours pas réglementaire par arrêté. Or, c'est très simple. Il se trouve que nous avons entendu Nicolas Dehaene, c'est Nicolas, je pense. Stanislas, pardon, excusez-moi. Stanislas Dehaene, qui est le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, placé directement auprès du ministre. C'est une opération Blanquer, ça, il existe toujours, qui a expliqué dans une audition parlementaire que cela fait des années qu'il n'y a plus aucun doute scientifique sur le fait que la méthode syllabique soit la seule méthode d'apprentissage correcte. N'est-ce pas que la science, les scientifiques, les neurochirurgiens,
enfin toute la neurologie, neuroscientifique, voilà, est absolument unanime. C'est la méthode qui correspond à la complexion même de notre cerveau. Bon, c'est-à-dire que les choses sont claires. Eh bien, aucun ministre, pour l'instant, n'a osé prendre un simple arrêté, ça se fait sur un coin de table, si j'ose dire, indiquant tout simplement, article 1, l'enseignement de la lecture et de l'écriture se fera sur la base de la méthode syllabique, déclinée selon diverses méthodes. Ensuite, on va avoir avec les éditeurs et l'inspection générale. Ouais, personne ne le fait. C'est la résistance du système. Bien sûr, dans les faits, la méthode globale a été quasiment abandonnée, mais il existe encore ici ou là des îlots de résistance, et puis surtout des espèces de mélanges semi-global, machin truc, qui c'est incohérent. Voilà, qui sont incohérents. Oui, mais ça c'est bon, vous avez raison, j'abonde dans votre sens. Le système lui-même a une capacité de résistance au changement. C'est le problème numéro 1 pour moi. Oui, évidemment qu'on peut dire on va prendre le pouvoir, admettons, quelqu'un arrive et dit je vais prendre le pouvoir et je vais réformer l'éducation nationale. Oui. Eh ben, bonne chance. Mais justement, c'est ce que j'appelle renationaliser le système. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'on peut prendre le pouvoir et réformer l'éducation nationale, reconstruire le système éducatif français. Il faut simplement avoir une volonté politique. Voilà. 15 ans devant vous, sans changement, et on verra. Non, il faut une volonté politique et surtout, il faut y avoir travaillé longtemps à l'avance. Ce qui se passe, c'est que les ministres se succèdent. Généralement, ils ne connaissent absolument rien à la question éducative car ils n'y ont jamais réfléchi dans leur vie publique, ce qui n'est pas un reproche. Ils peuvent être spécialistes, comme Gabriel Attal, par exemple, des finances publiques, où il est excellent, il est bien connu. Mais si vous voulez des ministres qui découvrent le sujet, enfin, ça peut se discuter peut-être. Vu l'état de la dette, excusez-moi. Non, mais le Mozart de la finance est passé par là. Donc la dette est catastrophique. N'a jamais été aussi élevée. Mais bon, je reviens au sujet. Avoir des ministres qui changent tous les 2 ans et demi en moyenne sous la Ve République, qui généralement découvrent le sujet, à part 2 ou 3. C'est vrai, mais lorsque vous en avez qui restent, par exemple Jean-Michel Blanquer, on ne peut pas dire qu'il était idiot ou incompétent ou qu'il n'a pas eu le temps. Il connaissait très bien la question, mais il n'est pas arrivé non plus. Non, mais il n'avait pas en fait réfléchi à la question globale. Il avait un certain nombre d'idées, presque Luby est un peu fort, mais enfin, il avait quelques comme ça intuitions. Qu'il fallait par exemple changer le cycle terminal, modifier, réformer le cycle terminal du lycée, dans un sens qui prépare mieux à l'enseignement supérieur. Bon, la copie est très mauvaise, le baccalauréat n'existe plus, il a tenté le coup, mais il a oublié simplement que pendant ce temps-là, l'enseignement primaire s'effondrait. Ce qui prouve qu'il n'a jamais eu une vision systémique. Et c'est ce que nous cherchons à construire ici, dans ce bureau et à l'Assemblée nationale, autour de Marine Le Pen, il faut le dire, c'est une vision globale, systémique, de l'état actuel du système éducatif, et nous souhaitons proposer aux Français, précisément, point par point, pédagogie, éducation, organisation, cursus, formation des maîtres, rémunération, tout l'ensemble, clé en main, si je puis dire, une réforme du système éducatif. Et je pense qu'on peut le faire avec une volonté politique, c'est-à-dire que les corps intermédiaires, qui ont leur utilité, qui sont très respectables, auxquels j'ai appartenu, et je sais comment ça fonctionne, ne demandent qu'une chose, c'est d'avoir des instructions claires. Quand on les laisse faire... Et stable, voilà. Quand on les laisse faire, ma foi, ils assurent, comme ils disent, c'est une belle expression du reste, la continuité de l'État, sauf que la continuité de l'État, c'est la continuité du même, c'est-à-dire que rien ne change jamais, comme depuis 40 ans, avec les accords langue couplée, rien, tout est figé. Parce que personne, aucun politique n'a osé poser la question. C'est même, moi lorsque je le ferai, je prendrai des risques réels en disant, je pense qu'il faut reposer la question des accords langue couplée du 80-20. Ça ne peut pas durer. Et bon, alors là, on va entendre, je sais déjà ce qu'on va entendre. Mais ça n'a aucune importance. Il faut le faire. Et nous le ferons. Alors, oui, sur l'IUF, je vais revenir sur l'IUF. Je suis totalement en accord avec vous sur l'IUF. D'ailleurs, mon premier acte de législateur j'ai vu ça. Débutant, ça a été de faire avec Madame Laureau une PPL, une proposition de loi visant à rétablir l'instruction en famille. Moi aussi, comme vous, j'ai été profondément choqué par une disposition liberticide de la loi d'août 21, confortant le respect des principes de la République, qui, en principe, était destinée précisément aux écoles supposées musulmanes qui auraient été séparatistes et qui a réussi ce tour de force de priver à peu près 50 000 familles de la possibilité d'instruire leurs enfants, au moins au plus jeune âge, à la maison. Il y a eu un double effet. Il y a aussi la loi Blanquer de 2019 qui rend obligatoire la scolarisation à partir de 3 ans. Oui. Prenez la circonstance des enfants qui habitent en ruralité éloignée des villes significatives ou bien des enfants handicapés. Qu'est-ce que ça veut dire être scolarisé à 3 ans dans ces conditions-là? Il n'y a aucune dérogation qui a été pensée là-dessus. Donc, c'est pas possible. Aujourd'hui, il faut savoir que les personnes qui ont des enfants qui ont un handicap
sont littéralement harcelés par l'administration pour qu'ils scolarisent les enfants à 3 ans. Bien sûr, ça va jusqu'au tribunal judiciaire. Hein. Ça va jusqu'au tribunal judiciaire, alors qu'en fait, ils sont pas propres, ils sont fatigables, ils créent le désordre dans l'école parce que c'est de la maltraitance. La plupart du temps, c'est pas possible de les mettre à l'école toute la journée. Voilà. Donc là, il y a un irréalisme absolu. Il est vraiment urgent, avant même les prochaines élections, qu'il y ait des lois ou éventuellement des décrets sur certains points qui corrigent cette copie qui est inhumaine. Je suis d'accord. Là, il y a vraiment une urgence caractérisée. Tout à fait. Encore une fois, on aurait une école qui irait particulièrement bien ou qui serait capable de gérer des groupes hétérogènes. Réellement, dès le plus jeune âge, pourquoi pas. Comme c'est en Grande-Bretagne, ils vous font des groupes de niveau, vous pouvez tout à fait, en réalité, travailler à votre rythme, avec des petits effectifs, etc. Et donc, des enfants, soit étrangers comme étaient les miens, qui ne parlaient pas un mot d'anglais quand ils sont arrivés, ont pu se raccrocher aux branches grâce à ce système, que je salue. Et puis aussi, des enfants qui avaient un handicap ont pu progresser sans être mis au banc de l'école publique. Voilà. Mais c'est pas du tout le modèle français. Donc dans le modèle français, il y a besoin de cet à côté pour qu'il y ait une justice et une humanité pour les familles. Donc là, c'est vraiment pas possible de rester dans cette situation. Alors nous verrons bien si nous réussissons, si quelqu'un réussit à obtenir qu'une proposition de loi visant à rétablir l'instruction en famille soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Bon, la nôtre, pour l'instant, évidemment, n'a pas émergé. Je sais que un certain nombre de députés d'autres groupes ont été approchés par les associations qui militent dans ce sens, parce que sociologiquement, je pense qu'ils devraient y être sensibles, et politiquement aussi. Donc j'ai bon espoir que dans la législature, à un moment donné, on puisse en parler. Mais comme c'est à haut risque politique, parce que évidemment chacun a peur d'un procès en sorcellerie, de rétablir, comment dirais-je, d'éloigner de l'école publique ou de l'école en général des enfants pour les laisser aux mains de leur famille. Enfin, bref, je vois très bien le genre de rhétorique qui peut se développer là contre, mais cela peut, ce que je note en recevant de temps en temps des représentants des familles qui défendent l'instruction en famille, ce que je note, c'est que ça commence à se diffuser bien au-delà du Rassemblement national. Des députés LR ont été contactés, des députés Renaissance ont commencé à montrer de l'intérêt pour le sujet. Peut-être que ça pourra aboutir. En tout cas, nous, si nous arrivons aux affaires en 2027, ça ne sera pas long, n'est-ce pas ? Ce sera fait très rapidement, puisque Marine Le Pen défend les libertés et considère que la suppression, l'interdiction, l'autorisation préalable à l'instruction en famille. Oui, c'est bien une interdiction. C'est une interdiction avec dérogation sur autorisation. Voilà, c'est en vraiment plus, ça. avec un système parfaitement arbitraire. Sachez que je ne réussis pas à avoir des statistiques stabilisées. Nous savons, puisque les témoignages abondent, que d'un département ou d'une académie à l'autre... Une académie à l'autre, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a des académies libérales où tout est bien. Je vois Orléans-Tours, par exemple. J'ai interrogé le recteur en tant que député de la région Centre. Il m'a répondu... J'ai les chiffres pour Orléans-Tours, mais on ne peut pas les avoir au niveau national. Il y a des questions écrites nombreuses qui sont posées, pas de réponse. Donc il y a une sorte de gêne du système qui sait très bien qu'il s'est engagé sur une voie liberticide et en plus qui contrevient complètement à ses objectifs initiaux. Et donc pour l'instant, rien ne bouge. Et puis les forces administratives ne sont pas infinies. C'est-à-dire que les inspecteurs, pendant qu'ils sont littéralement suroccupés par la gestion des renouvellements des gens qui ont un statut de dérogation, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font pas ? Ils inspectent pas les écoles publiques, ils inspectent pas aussi, ils démantèlent pas aussi les lieux d'écoles clandestines qui sont extrêmement dangereux pour les enfants. Ils peuvent pas être partout à la fois. Donc en termes d'allocation de la ressource, ça ne peut pas fonctionner. Tout à fait. Là, on a fait une usine à gaz. En plus, vous avez des enfants qui sont handicapés. Il y a des handicaps lourds. Vous avez la trisomie 21, je suis désolée, ça n'a pas changé d'une année sur l'autre. C'est évident qu'il faudrait donner pour 15 ans, ou peut-être même ad vitam aeternam, l'autorisation. Vous voyez ? Et là, ces familles qui sont déjà extraordinairement éprouvées, c'est difficile de gérer tout ça pour le mieux de l'enfant. Il faut en plus qu'elles fassent espèce de parcours du combattant, faire passer toutes sortes de tests et de procédures qui sont encore une fois inhumaines et chronophages pour l'administration. Ça n'a pas de sens. Tout à fait. De toute façon, l'école d'inspection, c'est un autre sujet, mais n'inspecte pratiquement plus, puisque grâce à un accord fonction publique,
la carrière des enseignants se déroule maintenant en 3 temps. Il y a Voilà, 3 inspections, c'est tout. 3 Avant, il était inspections par an. inspecté, bon, pas très souvent, mais quand même assez souvent. Dans le primaire, c'était tous les 3 ans. Hein. Dans le secondaire, ça pouvait aller entre 5 et 8 ans l'inspection. Mais il y avait des inspections, d'ailleurs, souvent, comment dire... Et puis le rôle de conseil a disparu. Oui, alors bien qu'avant, sûr. l'inspecteur conseillait. Mais bien entendu. Et donc, du coup, l'inspection était bienvenue. Voilà. Là, maintenant, ce sont des inspections de GRH, en fait, hein, de gestion de carrière. Est-ce que vous accédez à leur classe? Est-ce que vous... Voilà, bon. Donc, évidemment, mais ça c'est facile à remettre en ordre, c'est du niveau de l'arrêté. Alors, vous vouliez tout à l'heure que nous évoquions la question de la place des familles. Oui. Ça, c'était un bon sujet parce que c'est pas un point de divergence, en fait. Mais nous ne parlons pas du même endroit. Pour ma part, si vous permettez, je considère que nous assistons à un glissement assez redoutable de la position des parents vis-à-vis de l'école publique. C'est-à-dire que autrefois, le principe même fondateur de l'école, c'était que l'enfant devenait un élève quand il franchissait le portail de son école. Mais symboliquement et pratiquement. Les parents n'y avaient pas accès, ils n'entraient pas, ils ne visitaient pas la salle de classe, il n'y avait pas de réunion parents-prof, enfin, ces choses n'existaient pas. Donc l'école, la République prenait ses enfants pour en faire des élèves, qu'elle faisait grandir, avec un instituteur qui lui aussi dressait, si je puis dire, enfin, érigeait l'enfant en élève, et le conduire ensuite, par les savoirs, par les apprentissages, à l'autonomie et à la citoyenneté. Ça, c'est le modèle Et l'enfant laissait ses particularités à la porte de l'établissement. On ne lui demandait ni sa religion, ni ses problèmes éventuels, ni les problèmes de sa famille. D'une certaine manière, on peut même dire que l'école de Jules Ferry, à l'époque, a été construite contre l'influence de la famille, et notamment des mères de famille qui étaient très catholiques et très croyantes. C'est pas d'une certaine manière, ça a été officiellement construit comme ça. Je le dis pour l'édulcorer. Pour arracher les enfants à l'influence obscurantiste voilà, c'est ça, de l'Église à travers les femmes. Donc c'est pour cela que moi, je suis très attaché à ce modèle, non pas parce que c'était le bon vieux temps, ça n'est pas la question, c'est que je continue à penser qu'aujourd'hui, cette séparation nette entre l'enfant et l'élève, entre la famille d'un côté et l'institution scolaire de l'autre, est tout à fait d'actualité. Parlons de la laïcité, parlons des enfants issus d'immigration, que ce soit de première, deuxième ou troisième génération. Leur milieu familial et culturel est tellement prégnant qu'il faut absolument obtenir qu'ils le laissent à la porte. Or, pour l'instant, on l'a vu hier dans l'incident de ces petits bouts de chou de 3 élèves musulmans qui ont réussi à bloquer un cours de lettres et d'art et d'histoire de l'art parce qu'ils ont introduit à l'école leur culture et leur système de référence. Je pense que là, de ce point de vue-là, le système de Ferry est aujourd'hui d'une grande actualité. Et ensuite, il y a un second type de parents. Ce sont les parents hyper interventionnistes qui considèrent que leur cher petit est le centre du monde et qui prennent à la lettre la fameuse formule de la loi Jospin de 1989, l'élève est au centre du système éducatif. Ce qui est une hérésie totale. Ce qui est au centre du système éducatif, c'est la transmission des savoirs et des valeurs. C'est ça, le système éducatif, il n'est pas centré sur l'élève, il est centré sur la transmission à l'élève. Ça n'est pas exactement la même phrase. En disant que l'élève est le centre de tout, pour les parents, on considère que d'une certaine manière, le client est roi. Et que donc, quand un enfant est contrarié parce qu'il a une mauvaise note, parce qu'il n'a rien fichu, ou parce qu'il a un rappel à l'ordre, parce qu'il est mal comporté, les parents n'hésitent pas à contester directement, voire de manière véhémente, voire parfois violente pour les plus crétins d'entre eux, la décision du professeur. Et donc cela, je pense qu'il faut y mettre un terme et de manière assez nette. Alors, c'est le problème de la poule et l'œuf. On a une situation actuellement qui est dégradée. C'est-à-dire que vous avez des professeurs qui parfois ne sont pas au niveau, parfois sont même lamentables. Oui. Alors quand vous avez un professeur lamentable, évidemment, ça appelle une certaine réaction de la part des parents. Bon. Ensuite, l'école publique se mêle de tout, y compris du terrain éducatif. Depuis 1932, il y a ce désir éducatif et non pas simplement d'instruction, n'est-ce pas? Et il est très présent. Et surtout, maintenant, l'école se mêle d'aspects qui sont presque politiques ou métapolitiques, moraux, sociétaux. Le genre, le développement durable. Donc, vous prenez une famille musulmane ou une famille d'ailleurs catholique. Il y a beaucoup d'empiètement de l'éducation nationale sur... Ils peuvent le prendre comme ça. Vous pensez qu'ils se sentent un petit peu... Ah, mais c'est pas qu'ils se sentent un petit peu. C'est que du coup, ils se sentent décrédibilisés
tournés en ridicule, agressés, contredits dans le domaine qui leur semble être de leur responsabilité, qui est le domaine éducatif ou des mœurs ou de la religion ou de la vie privée. Combien de professeurs aussi font des devoirs sur raconter comment étaient vos vacances, votre week-end, etc. Mais de quoi ils se mêlent? Excusez-moi. Et comme c'est extraordinairement gênant pour des enfants au regard des différences sociales, du fait qu'ils aient un papa, pas un papa, etc. Donc cette manière intrusive de rentrer dans la vie privée. Donc si vous changez pas ça, s'il n'est pas sain de renvoyer les parents dehors. Si vous remettez une école qui arrête de se mêler de la vie des parents et qui est claire sur ça, alors dans ce cas, les parents peuvent rester à l'extérieur. Mais il y a quand même une chose, c'est que il y a différents modèles quand même qui sont possibles. Vous prenez les pays scandinaves ou vous prenez la fameuse école Atmer, eh bien ça repose sur l'idée qu'il est bon que les parents voient de temps en temps comment fonctionne l'école, que ça ne soit pas complètement coupé. C'est pas un modèle absurde. C'est un modèle qui génère de la confiance, qui fait tomber aussi les préventions, qui permet aussi de mieux comprendre ce qu'est l'école, comment sont les enfants, etc. Donc, on pourrait aussi évoluer vers cette logique-là. C'est pas interdit, c'est pas forcément absurde, c'est pas très français, où on a quand même une approche très institutionnelle, un petit peu rigide. Mais là, aujourd'hui, on a une situation où c'est la guerre des gangs entre les professeurs et les parents. Et dans les deux sens, c'est-à-dire que les parents se sentent méprisés par les professeurs et les professeurs se sentent agressés par les parents. Alors on s'en sort pas, si vous voulez. Donc la coéducation, c'est une espèce de mot galvaudé, mais enfin il est certain qu'on ne peut arriver à quelque chose de correct s'il y a une bonne coordination entre les parents et les professeurs, sur des bases qui soient claires. Et pour ça, il faut que l'école cesse d'intervenir en permanence dans la vie privée des gens. Voilà. Et si on n'intervient pas dans la vie privée des gens, alors c'est bien aussi que les parents se rappellent d'une chose très simple, et c'est pour ça que moi j'ai une proposition un peu iconoclaste. Je suis favorable à ce qu'on fasse payer un peu l'école publique. Pourquoi ? C'est très iconoclaste. Pourquoi ? Parce que malheureusement on n'est plus à l'époque catholique où la gratuité, le don c'était bien vu. On a une époque où tout ce qui est gratuit est méprisé. Donc aujourd'hui, et là-dessus Blanquer avait eu une idée lamentable, cette idée de payer les élèves pour qu'ils aillent à l'école. C'est le contraire. Il faut que les élèves se rappellent que c'est une chance que la République offre à tous ses enfants. Cette chance se mérite. Et donc quand un élève dégrade par son comportement, l'institution, quand il insulte son professeur, quand il ne travaille pas, quand il se passe des choses de cette nature, en dehors des difficultés qu'il peut avoir, il y a des élèves qui sont plus ou moins doués, ça c'est un autre problème, ou qui peuvent avoir des problèmes d'une nature ou d'une autre, mais quand il y a une volonté de ne pas travailler, et bien dans ce cas-là, il n'y a aucune raison que ces élèves soient maintenus dans ces établissements-là, et il faut absolument prévoir des établissements différents, gérés très différemment, pour ces élèves-là. Mais on ne peut pas imposer des élèves qui ne veulent pas travailler au milieu des autres. C'est vraiment l'absurdité la plus totale. Donc pour moi, il serait pas inintéressant de mettre une participation, il faut voir si elle est proportionnelle au revenu, pas proportionnelle au revenu, j'en sais rien, mais une participation symbolique, parce qu'on est malheureusement à une époque où tout ce qui est gratuit est dévalorisé. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment iconoclaste, puisque les gens vont nous dire, mais attendez, on paye des impôts. Baissons les impôts. Je demande que ça. C'est intéressant comme proposition. Ce qui se passe actuellement, c'est l'exact inverse. Rendez le pouvoir aux gens. Oui. Mais là, ce qui se passe, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire qu'on ne cesse de rémunérer les familles pour qu'elles puissent aller envoyer leurs enfants à l'école. Par exemple, vous avez la prime de rentrée, vous avez évidemment les bourses sur critères sociaux, bien sûr, mais il y a toutes sortes de cadeaux. Peut-être qu'à Noël, il y aura de nouveau un cadeau pour les familles, pour qu'elles puissent offrir des cadeaux à leurs enfants. Enfin bon, on a l'impression que... C'est pas sain, tout ça, c'est pas utile. Tout ça, non, mais L'État peut très bien d'ailleurs donner le matériel scolaire nécessaire en le limitant à des choses raisonnables. Et puis pour le reste, il n'y a pas besoin de donner de l'argent qui d'ailleurs est détourné les trois quarts du temps. Je pense que c'est un détournement de l'État-providence qui ne sait plus quoi faire pour essayer d'être populaire. Mais je suis d'accord. Alors bon, je suis un peu réservé sur l'idée de faire payer à l'entrée de l'école publique. C'est pas très populaire, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est surtout pas très politique, si vous permettez. Ça va pas être jouable, ça. Mais par contre, ce qui est jouable, c'est ce que vous disiez à propos des élèves perturbateurs qui font profession de perturber. Dans chaque classe, enfin en tout cas dans chaque établissement, il y a toujours un petit noyau d'élèves. Je ne parle même pas des islamistes qui veulent faire de l'islamisme, je parle des élèves perturbateurs, et ça a toujours existé. Le problème, c'est qu'on se les repasse, c'est-à-dire qu'ils sont exclus pour une durée déterminée, puis après définitivement, et ensuite ils sont rescolarisés dans le collège, ou maintenant, possiblement, dans l'école d'à côté. Je
parle des harceleurs là, hein. Mais en fait, on se passe le mistigris. Oui, bien sûr. Donc, enfin, c'est pas sorcier de savoir quoi faire. Hein. Voilà, exactement. Je suis d'avis qu'on utilise une structure qui existe, mais qui est peu connue, qui s'appelle la classe relais, le dispositif relais. Il y en a 400 en France, hein. C'est très insuffisant. Il en faudrait, je sais pas, le double, le triple. Ce sont des structures d'accueil des élèves qui sont antiscolaires, voilà, qui jusqu'à 16 ans, au terme de la loi, doivent recevoir une instruction, de préférence selon la loi actuelle, dans un établissement scolaire, et qui sont pris en main par des équipes mixtes de professeurs et d'éducateurs de la PJJ. Oui. Et donc, ceux-là, mais simplement, il faut faire des internats, il faut multiplier ce genre de structures, ça coûte très cher, mais ça vaut la peine. Mais je pense que le principe, c'est éloigner de l'enseignement, après toute une procédure à la fois pédagogique, éducative et de sanctions, éloigner de l'enseignement durablement des élèves qui empêchent l'enseignement. Alors moi, je les éloignerai pas de l'enseignement, simplement je les mettrai pas dans l'établissement standard, je les mettrai ailleurs, c'est tout. Oui. Alors après, on peut s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays. Vous prenez les écoles indépendantes écossaises, hein, que j'ai bien connues. Eh bien, certaines ont un système qui est très intéressant, c'est-à-dire que vous avez un tarif, mais vous avez la possibilité de passer une espèce de concours par matière, et si vous êtes dans les meilleurs, vous avez la gratuité de la matière. Donc, vous pouvez tout à fait imaginer de donner la gratuité, par exemple, des matières aux élèves qui travaillent beaucoup ou qui sont très méritants, qui s'accrochent. Vous n'êtes pas obligé d'être bon, mais vous aussi vous accrochez, ça se voit un élève qui travaille. Vous avez aussi la possibilité, pourquoi pas, de faire payer la scolarisation des élèves lorsqu'ils mettent le bazar et qu'ils sortent de l'école. Je suis désolée, la première vocation d'un élève, c'est de travailler sérieusement. S'il méprise le don de la République qui est l'école gratuite et obligatoire, mais qu'il la paie, c'est tout. Donc, moi je veux bien qu'on ne rende pas l'école publique payante après tout, mais le premier qui ne travaille pas et qui met le bazar, alors lui, il doit payer. Alors justement, vous voyez, pour aller au bout de mon raisonnement, je prévois même, j'y réfléchis, hein, c'est à débattre, mais après la classe relais, c'est-à-dire après qu'on a, au fond, épuisé tout ce qu'il est possible de faire du point de vue pédagogique et éducatif pour des élèves qui ne veulent pas être élèves, l'idée, là il faut la loi, c'est de les rendre à leur famille. On les rend à leur famille en leur disant, mais instruisez-les. Entre-temps, on aura changé la loi sur l'instruction en famille. Allez-y, mais vous voyez la pression que ça représente, instruisez-les. Mais il n'y a plus de bourse, il n'y a plus d'indemnité de rentrée, mais vous allez les instruire et vous serez contrôlé par l'État. Ça, je suis sceptique. C'est sceptique, oui, mais c'est une mesure très dure. Je pense qu'elle ne sera pas très populaire, mais enfin, elle a l'avantage d'être extrêmement dissuasive. À chaque fois qu'on a dit à des familles, vous savez, si ça continue comme ça, vous n'aurez plus d'allocation, ou votre enfant ne sera plus admis dans l'établissement après 16 ans, par exemple, hein, le comportement changerait rapidement. Les gens se réalignent. Il faut des sanctions, c'est certain. Il faut que ces sanctions soient utiles. C'est-à-dire que, en général, si vous changez, vous êtes dans un établissement, on va dire, où on vous laisse faire ce que vous voulez. Vous êtes un peu le caïd local. On vous sanctionne pas parce qu'on a peur de vos représailles après coup, etc. Bon. Évidemment, vous vous perdez dans cet établissement et vous compromettez l'esprit général du lieu. Si on vous met dans un établissement beaucoup plus encadré, alors il y a une époque où on parlait que de l'armée, enfin que l'armée a un cadre, j'en dis pas tant, pas besoin de ça, mais on peut très bien faire un établissement très encadré, avec des règles très strictes. L'élève a la possibilité de raccrocher les wagons, il a un encadrement plus strict, plus de travail, une sorte de contexte général. À la limite, on peut même imaginer des internats pendant ces périodes. Il peut y avoir un mois, et on fait travailler l'élève et il a une chance sur deux de prendre le goût au travail en travaillant comme ça et de se dire finalement je vais me raccrocher et donc c'est pas une sanction. En réalité, c'est une manière de le remettre au boulot et de lui expliquer que c'est pas, comment dire, on peut pas impunément dégrader un service public. Ça, c'est le principe. Voilà. C'est la même manière qu'on ne peut pas dégrader une rame de tram, on ne peut pas dégrader une école en créant un bazar pas possible. On ne peut pas faire ça. Sinon, notre système, il explose. D'accord avec vous. Il faut une école inspirée du modèle dit de la deuxième chance, je crois, qui a été utilisé pendant un certain temps. C'est pas mal du tout. Bon, c'est très ferme. C'est de facture militaire. Ça n'a rien de militaire, mais c'est en tout cas, c'est assez autoritaire. Et ça permet de recadrer des élèves et de les remettre sur les rails, je pense, effectivement. Non, mais tout à fait. Ça, nous allons le travailler techniquement, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à formuler. Ça, à mon avis, ce sera... Après, il faut bien voir aussi, et ça c'est tout à fait différent par rapport il y a ne serait-ce que 10 ans, c'est que aujourd'hui, vous avez des élèves de maternelle qui sont violents. Oui.
bien sûr, qui tapent leurs professeurs, mais absolument, qui harcèlent leurs petits camarades ou qui les violent. C'est des choses inouïes. Donc ça veut dire qu'en réalité, on est obligé de procéder à des actions extraordinairement déterminées dès le début. Bien sûr. Et ça, on s'en rend pas tout à fait compte. Non, c'est vrai. Alors, que faire avec un enfant de maternelle, vous voyez? Là, on est un peu démunis. Oui, on va pas l'envoyer en internat, vous voyez? Donc, mais il faut être ferme. Voilà. Et ce qui commence à se mettre en place à propos du harcèlement, c'est-à-dire le fait de pouvoir déplacer, ce qui était impossible autrefois, un élève de primaire dans une autre école primaire, me paraît de bonne aloi. J'ai fait remarquer au ministre que, comme ceci dépendait de l'accord de l'école d'accueil, ça risquait pas de marcher, y compris du maire d'ailleurs. Et puis il y a un autre problème aussi, alors on rentre dans la technique, c'est que souvent quand il y a des phénomènes de harcèlement, il y a au moins 4-5 personnes. Mais un proviseur, il se sent pas de sortir 4-5 personnes. C'est trop. Il va se faire mal voir. Il en sort peut-être 2. Et en réalité, du coup, le problème subsiste. Oui, bien sûr. Donc, et ça, c'est toujours la même histoire, et vous la connaissez certainement bien mieux que moi, c'est le fait que quand vous êtes, par exemple, proviseur, vous allez être jugé sur les problèmes qui remontent de votre établissement. C'est le principe du pas de vague. Voilà, pas de vague. Donc, forcément, vous allez dire, j'en sors un peut-être, si j'ai pas le choix, je déclare pas les problèmes, et puis comme ça, ma carrière se portera mieux. Alors là-dessus, si vous voulez, ce sera très simple. Vous avez raison, cette omerta, cette culture du pas de vague, qui est inadmissible, elle repose sur un principe qui n'est pas en soi mauvais, c'est que la fonction d'un chef d'établissement, c'est d'assurer la paix scolaire de manière à ce que l'enseignement puisse se dérouler dans la sérénité voulue. Donc, il a tendance à minorer, à euphémiser, à considérer qu'il ne faut pas tout de suite sortir l'artillerie lourde. C'est très bien du point de vue psychologique, c'est très très désastreux du point de vue de l'image de l'institution. Donc là-dessus, ce sera très simple. Du point de vue des professeurs, accessoirement, les professeurs ne peuvent pas travailler. Oui, je pense à une chose très simple, c'est qu'il sera statutairement, dans la définition de l'emploi de chef d'établissement, il sera indiqué en toutes lettres que le signalement de tout incident mettant en cause la paix scolaire sera obligatoire. C'est une obligation réglementaire de service. Croyez-moi, avec ça, vous savez, ça ira tout seul. Rien que l'article 40 qui pèse sur n'importe quel fonctionnaire. L'article 40, ils en sont très loin, mon Dieu. Quand on a un élève harcelé, il faut réagir. Je ne sais pas, ce serait une bonne question écrite à poser. Tiens, combien d'articles 40 ont été déposés par les chefs d'établissement depuis 20 ans? À mon avis, ça se compte sur les boîtes de main, maxi. Parce que je pense que même certains ignorent carrément l'existence de l'article 40. Mais enfin bon, ça fait partie de leur formation. Bon, chère madame, je pense que nous allons conclure, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? On a parlé à peu près 1 heure. C'est bien. Avez-vous quelque chose de particulier à ajouter ou à compléter? Moi, je pense que si vous travaillez sur c'est ce que je comprends être un projet de gouvernement en matière d'éducation, l'écueil numéro 1, c'est pas tellement ce qu'il faut faire, c'est vraiment quel est le levier qui va permettre à l'éducation nationale de se laisser transformer. C'est là-dessus que l'intelligence doit porter le plus profondément. Et je ne crois pas trop à une approche par on règle ça. J'y crois pas tellement. Il faut trouver un levier et savoir que ça prend 15 ans pour arriver à des réalités des résultats, certaines. Et donc il faut être honnête envers les Français. Il faut leur dire qu'on ne va pas pouvoir voir. Il va y avoir un changement. S'il y a un certain nombre de choses qui sont faites, on peut changer l'état d'esprit assez rapidement. D'ailleurs, c'est ce que fait Gabriel Attal. Il fait de la politique symbolique. Et il le fait sur des choses qui sont assez justes. Oui, bien sûr. On peut changer un certain état d'esprit. Mais on ne change pas les professeurs en 2 secondes, on ne cherche pas les syndicats en 2 secondes, on ne change pas les habitudes de pas de vague en 2 secondes, on ne change pas la culture d'impunité en 2 secondes. Donc tout ça, c'est un travail qui est long. Donc là-dessus, je pense que c'est d'autant plus important. Alors, sur le point de levier, j'ai mon idée, mais je ne la dirai pas ici. Ah bon, c'est dommage. Non, c'est une autre émission qu'il faut, parce que c'est quand même assez précis. Moi, j'ai pensé à un point de levier. Mais comme tout ça va prendre du temps et que ça va être laborieux, il faut respecter la liberté scolaire par ailleurs. C'est une question de réalisme politique. Voilà. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Quand je dis renationaliser l'éducation nationale, je parle uniquement de la tête de l'éducation nationale. Je pense qu'il faut qu'elle ait une pensée globale, systémique, nationale, c'est-à-dire qu'elle repense l'école dans son contexte stratégique, politique globale, économique même, pour les 50 années qui viennent. C'est ça que j'entends par renationaliser, la pensée, au fond, éducative de l'État, puisqu'il y a une action éducatrice de l'État qui est dans la Constitution.
Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut absolument laisser souffler un esprit de liberté dans le système éducatif pour que les acteurs puissent déployer toute leur créativité et leur professionnalisme. C'est des choses qu'on pourra... Mais de ce point de vue-là, il y a un mot que vous n'avez absolument pas prononcé. À mon avis, c'est un problème. C'est que vous n'avez pas prononcé le terme d'autonomie. Oui, alors, bon, d'accord, très bien. Alors, est-ce que vous partez dans un jacobinisme forcené ou est-ce que vous laissez respirer les établissements et à quel niveau et comment? Ce que j'observe d'expérience, c'est que l'autonomie de l'établissement public local d'enseignement est définie par les textes depuis 1985. Que cette autonomie n'a jamais véritablement été exercée, ou pas totalement, ou très partiellement, par les établissements eux-mêmes. On nous raconte très souvent dans la littérature spécialisée que c'est l'État qui aurait sans arrêt repris la main par son système descendant, bien jacobin, pyramidal, d'instruction, etc. Ceci n'est pas tout à fait exact. Ce qu'il y a, c'est que la culture propre de chaque établissement est de rechercher le respect du principe d'égalité de traitement plutôt que de liberté. Dans l'éducation nationale, on aime l'égalité, on aime beaucoup moins la liberté aujourd'hui. Donc la liberté pédagogique elle-même, d'ailleurs définie dans la loi, est parfaitement encadrée. C'est une liberté sous caution, si je puis dire. Et l'autonomie n'est pas vraiment... J'ai été proviseur de lycée et je peux vous dire que lorsqu'il était question de déroger un peu, par exemple, ce qui est par exemple possible, à certains horaires, à certains cursus dans l'établissement, dans le cadre de son autonomie, le tir de barrage du corps enseignant était immédiat. Ça, c'est l'égalité culturel qui pose problème. C'est-à-dire, en fait... Mais il y a un point qui est fondamental, c'est quand même la question de l'affectation des professeurs. Si on continue à avoir une affectation centralisée, informatisée, à base de points des professeurs, là, on n'arrivera à rien du tout. Non, mais d'accord, là, on est dans la gestion du million d'agents, des 850 000. On est dans l'autonomie, parce que est-ce qu'on donne la possibilité aux proviseurs de constituer ses équipes ou pas? Tout est là. Ah oui, d'accord. Alors moi, j'en étais pas encore au proviseur qui choisirait ses propres professeurs. Ça me paraît... difficile à justifier parce que ça va créer forcément des établissements où les professeurs se précipiteront parce que les établissements sont réputés calmes, ayant des IPS favorables, etc. Et puis les autres qui seront pour les débutants à laisser pour compte. Je ne crois pas que ce soit praticable, mais on pourrait y revenir. C'est là-dessus que fonctionnent les meilleurs, les pays les mieux classés à PISA sont ceux qui ont un fort niveau d'autonomie. Et l'autonomie, c'est quoi? C'est avant tout l'autonomie dans la constitution des équipes. Nous avons enfin trouvé un point de divergence. Mais on n'en avait pas trouvé qu'un. Voilà, j'ai bien compris que les parents voulaient vous dehors. Non, mais sur l'affectation des professeurs, vous avez raison. Simplement, c'est un problème académique. Je pense sincèrement que, par exemple, les concours de recrutement des professeurs du second degré doivent être régionalisés. Mais ça ne suffira pas à régler le problème. Non, mais déjà, parce qu'une bonne partie de nos problèmes avec les jeunes professeurs, c'est qu'ils s'en vont, ils démissionnent ou ils dépriment, parce que, ayant passé le concours à Rennes, ils se retrouvent à Créteil ou à Versailles. Bon, et donc ça, il faut arrêter ça. Et c'est possible, techniquement. Ça peut se faire. Mais ça suffira pas. Il se trouve que je vais présider dans les 6 mois qui viennent une mission d'information parlementaire sur le recrutement et la formation. Et si vous voulez, on peut maintenant mettre un terme à la prise de vue.